Voilà, donc on va parler de Bernard Rudowski, qui est un personnage, vous avez compris, que j'aime beaucoup, et qui est quelqu'un déjà, certains d'entre vous en ont déjà entendu parler apparemment l'année dernière. C'est un personnage qui est très, vous allez voir, tout à fait original, parce que vous l'avez en plein écran là ou non, la diapo? Oui? Non, 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 hein. non, non. C'est ça. Quand je le passe en plein écran, il me supprime mes notes. Là, on l'a en plein écran. Là, vous l'avez en plein écran. Ça marche. Très bien. Donc, c'est un personnage donc, qui naît en Tchéquie, mais qui fait ses études à Vienne dans les années 20. Hein. Donc, vous vous souvenez du cours sur la Vienne rouge des années 20, entre les deux guerres. Et donc, il est fortement influencé par Adolf Loos et puis par toute cette critique qu'il y a pu y avoir entre deux guerres. Euh, et par l'engagement social et la critique du fonctionnalisme. Et donc, on pourrait dire que c'est avant tout un théoricien ou peut-être un grand voyageur, mais il a conçu quelques maisons et donc on va en passer quelques-unes. Alors attendez, je vérifie que l'enregistrement est bien. Est-ce que l'enregistrement est bon? Oui, c'est bon. Et donc, et voilà. Alors, il a écrit beaucoup de livres, hein, donc Architecture sans architecte, Architecture insolite, Behind the Picture, voilà. Il a écrit beaucoup de livres et sur ce qu'on appelle le domaine de l'architecture non codifiée. Et donc, pour lui, l'architecture vernaculaire, c'est un peu un coup porté au formalisme architectural. Donc, il se positionne contre ce formalisme architectural. Et donc, qu'il essaie de comprendre comment on peut rompre avec le fonctionnalisme en cours. Donc, quand il parle d'architecture sans architecte, il fait écho à une véritable crise de la profession qui est en lien avec ces mouvements des SIAM et des mouvements d'architecture moderne internationale. Cette exposition sur l'architecture sans architecte, dont le livre et le catalogue, est exposé donc au MoMA en 1964, mais il l'avait proposé dès les années 40. Et c'est un moment en fait où il a vraiment le soutien de beaucoup d'architectes internationaux, qu'il cite d'ailleurs dans les remerciements du livre, et qui montre à quel point il est soutenu dans sa démarche à l'époque, même si au début ça a pu paraître comme quelque chose d'un peu atypique. Alors cette exposition, elle est vraiment destinée au grand public, hein, et elle présente toute la dimension esthétique, écologique, sociale d'une architecture qui naît des traditions et des matériaux locaux. Pour lui, en fait, c'est l'exercice de l'intelligence humaine confrontée à la nécessité. Voilà. Et vous l'avez bien montré encore dans les exposés ce matin, c'est avant tout des questions de nécessité qui interrogent les formes, les systèmes constructifs. Et donc, qu'est-ce qu'il dit? Ce que je présente dans mes photos ne sont pas des modèles à prendre, mais sets of values. Sets of values, ça veut dire des valeurs, en fait. Comment des valeurs s'ancrent dans un territoire. Voilà. Et donc, il dit encore, j'espère ne pas avoir à vous assurer que l'architecture vernaculaire n'est pas plus à copier, adapter ou à adapter que l'architecture historique. Sa leçon, s'il y en a une, est ailleurs.
Et donc là-dessus, il fait clairement écho à cette architecture moderne internationale qui était vraiment fondée sur un nouveau vocabulaire qui voulait complètement rompre avec l'architecture traditionnelle et qui proposait tout un nouveau vocabulaire et donc une manière de copier une nouvelle fabrication de l'architecture qui pouvait être complètement répandue dans le monde entier. Alors, aussi une notion intéressante qu'il propose, c'est la notion de setting. Alors, setting, on pourrait parler de contextuel, on pourrait parler de... En fait, setting, c'est la manière dont on s'implante quelque part, dont on se pose. Voilà. Et donc, la manière dont l'architecture est en osmose avec le site. Ça, on l'a vu, hein, et puis on l'a vu encore dans les exposés, avec la géographie, avec l'histoire, avec les techniques, etc. Mais pas uniquement. Également avec les tâches triviales. Comme il dit, en fait, l'architecture, c'est un peu un art de la mise en scène et de la réconciliation entre l'homme et la nature. Donc, il y a une dimension sociale absolument évidente. Et dans ce livre, en fait, qu'il appelle « Now I lay me down to eat », maintenant je me couche pour manger, qui est fortement influencé par ses voyages au Japon, eh bien, il montre comment le fait de s'allonger, bon là, avec des illustrations bibliques, comment le fait de s'allonger pour manger, eh bien, crée une spatialité en soi. Et donc, lorsqu'il voyage, puisque c'est un personnage qui adore voyager et qui considère que le voyage est vraiment ce qui est le plus important dans la formation d'un architecte, alors il relève pas tant les formes architecturales que il étudie la géologie, l'histoire, les relations entre les paysages et les modes de vie des habitants. Il va beaucoup s'intéresser, par exemple, aux vêtements, Our Clothes Modern, c'est-à-dire qu'il va, donc ça c'est un livre encore qui écrit, et donc il va s'intéresser à la manière dont les gens s'habillent. Il fait des liens très directs entre le vêtement et les constructions et l'architecture. Il dit en fait l'architecture, enfin c'est Baboulet en fait qui, dans un texte très intéressant, d'ailleurs je vous transmettrai pour ceux qui le veulent, l'architecture cesse d'être un phénomène culturel occidental, parce qu'il faut bien voir aussi, c'est qu'on est en pleine période de colonisation, etc., où il y a une espèce de suprématie de l'Occident sur l'ensemble du monde, hein, pour devenir un phénomène mondial. Et donc, il parle, lui, d'architecture mondiale, en fait. Et donc, c'est bien parce qu'elles sont, il dit, en fait, c'est bien parce qu'elles sont polies par l'usage que les formes traditionnelles tiennent en elles comme repliées les coutumes et les façons d'appréhender le réel. Donc ce lien entre les usages et les usages dans le temps et les formes traditionnelles, eh bien c'est vraiment ce qui va complètement l'intéresser. Et d'ailleurs, il fait une thèse de doctorat entre 1928 et 1931 sur les maisons à voûte en berceau de Santorin. Santorin, c'est une île grecque. Et dans sa thèse, il évoque très peu les formes architecturales. Il va vraiment beaucoup parler de paysages, d'habitudes culturelles. Et ce qu'il disait, en fait, c'est que dans ses voyages, il vivait sur place. Il revenait très souvent, en fait. Il a beaucoup vécu à Santorin, par exemple. Il a beaucoup vécu dans les îles méditerranéennes. Et à chaque fois, il voulait vraiment comprendre non seulement la façon dont les gens vivaient, mais aussi la façon dont les gens s'habillaient,
et manger. Donc, il s'intéressait aussi beaucoup aux habitudes culinaires. Donc, la question de la mode est un élément très important parce que pour lui, en fait, il collectait les images comme un anthropologue les collecte. Il les collectait, il les triait, il les classait, comme un herbier, en fait. Et d'ailleurs, ces livres sont vraiment des collections d'images vraiment construites à la manière d'un herbier, pour montrer cette osmose, en fait, entre ces modes de vie et le climat et le site. Et donc là, par exemple, il se moque un peu de la mode moderne en montrant « Every modern style has a jungle counterpart ». Ça veut dire que tout style moderne a une contrepartie ancestrale, en fait. Et donc, il montre toute l'influence qu'il y a et l'intérêt qu'il peut y avoir, et en même temps le côté un peu ridicule, en fait, hein, de cette mode moderne qui ne dit pas et qui ne présente pas ses références et qui n'en garde que les signes complètement indépendamment de la forme du corps lui-même. Il s'intéresse par exemple aux tatouages, aux chaussures, aux pieds, et la manière dont il révèle la forme du corps. Alors, il va s'intéresser beaucoup aux pieds, et aux pieds et aux sandales. Et vraiment un peu comme un ethnologue, comme un archéologue, comme un sociologue. Et parce que dans les pieds, en fait, il va montrer que, toujours dans cette critique du fonctionnalisme, il va montrer qu'une chaussure, finalement, est faite pour un pied normal. Et si vous avez un orteil qui dépasse par rapport aux autres, eh bien, vous ne pouvez pas rentrer dans une chaussure normale. Donc, la chaussure moderne qu'il montre là, en bas, eh bien, et il montre la manière dont la chaussure moderne déforme le pied. Il n'est pas du tout conforme à la dimension organique, en fait, du pied. Voyez. Et là-dessus, il va montre par exemple comment la chaussure pointue est totalement antinomique avec la forme d'un pied et la forme des orteils. Il va beaucoup s'intéresser aux sandales parce que c'est un élément fondamental, en fait, pour l'humain qui est un être vertical. La question des pieds est un élément très fort. Et donc, il va essayer de comprendre. Alors, il faut savoir tout de suite qu'il s'intéresse essentiellement à l'architecture méditerranéenne, hein, évidemment dans des pays assez chauds. Mais les sandales, il montre comment la sandale permet à n'importe quel pied d'être chaussé, quelle que soit sa déformation, sa forme ou son inadéquation avec un canon de régularité ou de standardisation. Donc, on est très loin des standards. Et donc, en parallèle il dit d'ailleurs « What we need is not a new technology, but a new way of life ». Et donc, la question, ce n'est pas la technique qui va la proposer, ce n'est pas la chaussure pointue qui va faire qu'on va se sentir moderne, mais c'est une évolution des modes de vie et une réponse à l'évolution des modes de vie. Alors, il va dessiner des sandales
il va se passionner pour le sujet. Voilà, il dessine des sandales qui, comme on le voit, tiennent le pied, tiennent la cheville, mais laissent complètement libre la forme du pied. Il dessine les sandales, mais il dessine aussi, alors Bertha, c'est sa femme, hein, donc ça c'est un dessin réalisé par Steinberg, un artiste bien connu, et il va dessiner non seulement les sandales, mais également le présentoir des sandales. Et la boîte à chaussures également, qui est composée de toutes ces esquisses à la main. Alors, maintenant, on va parler de ces maisons et de la manière dont Rudowski va, à travers les quelques maisons qu'il a dessinées, quelques maisons utopiques et quelques maisons qui vont être réalisées, comment il essaie de faire le lien entre les enquêtes qu'il a menées sur le terrain, autour de l'habillement, des repas, du sommeil, du bain aussi, qui est quelque chose de très important pour lui, et la fabrication de l'espace et la conception de l'espace. Et dans ces maisons, il va donner une importance très grande au lien entre l'intérieur et l'extérieur. Notamment, il va faire beaucoup d'essais ou de composition des maisons autour du patio. Le patio va être quelque chose de très important pour lui. Et il va essayer d'articuler dans ces maisons, affirmer vraiment un vocabulaire architectural qui est au service des usages, mais en osmose avec le site. C'est pour ça, en fait, que les relations entre l'intérieur et l'extérieur sont si importantes, parce que c'est le lien entre l'ouvert et le fermé, le dedans et le dehors, mais aussi l'humain et la nature. Donc l'humain, la maison, le jardin, et la nature, le ciel. Et c'est dans cette relation aux éléments, hein, par exemple, où il va s'intéresser au bain, au lieu du repas, donc tous les moments où le corps est en relation avec des choses finalement de nécessité première pour les humains. Alors ici, on a des dessins. Alors, en plus, c'est quelqu'un qui dessine vraiment très très bien. Alors, mes scans ne sont pas très bons, mais et où il essaie aussi de proposer des formes de représentation de son architecture qui sont très imagées, très concrètes, toujours en relation très forte avec l'usage. Voilà. Et là, ici, avec le patio, la salle de musique et le bain, vous voyez, le bain qui est comme une petite mare, en fait, comme un élément d'une baignoire creusée dans le sol, avec la chambre à côté, la salle de musique et le patio à l'extérieur avec l'arbre. Voilà. Et donc, cette maison est à la fois très ouverte et avec des espaces d'intimité assez importants. Il montre comment que la maison doit pouvoir évoluer. Et donc, que le salon de musique peut devenir un espace de convivialité. Oui, il représente très souvent des petits bonshommes allongés, vus de haut. Et donc, cette question de la dimension existentialiste et phénoménologique de la maison est quelque chose vraiment très
très démonstratif en fait chez lui. Donc ça, ce sont des recherches sur les maisons idéales, conception qu'il a réalisée avec Joe Ponti, qui était lui un architecte italien très connu qui dirigeait la revue Domus. Et donc, ils ont ensemble imaginé cette maison idéale pour la faire paraître dans la revue. Alors, dans cette maison idéale, on voit que le bain, par exemple, est un élément qui est très en lien, met le corps en lien avec la nature. C'est-à-dire qu'on prend un bain comme si on était sous une cascade. Ou bien un bain qui est comme creusé dans le sol. Et le patio, c'est un espace qui est à la fois en lien avec l'extérieur, mais également dans lequel il y a une cheminée. Et donc, il y a toujours une ambiguïté comme ça entre l'intérieur et l'extérieur. Et ce qu'on voit dans ces dessins, et ce qu'on va voir après dans ces maisons, c'est qu'il n'abandonne pas du tout le vocabulaire moderne, mais il porte vraiment son attention sur l'inscription de l'édifice dans le site et en lien avec les usages. Voilà encore sa maison idéale avec la vision du patio, qui est une représentation presque biblique de la nature et des arbres et du personnage à l'intérieur de cette nature, qui est comme ça presque sous-dimensionné par rapport à la taille des arbres. Donc, tout un imaginaire de la nature, ou encore ici, en coupe, avec cet espace plutôt vertical qui pourrait être couvert juste par une toile, donc qui permet à la fois d'être protégé du soleil, mais également à un arbre de pousser, et donc d'être en lien avec le ciel, tout en étant dans un espace ombragé. Et toujours, il ne dessine jamais le bâti indépendamment de son contexte. Donc, le bâtiment est en lien avec l'extérieur. Voilà encore une autre représentation, vous voyez, assez intéressante en fait du patio. Vous voyez toute l'invention aussi dans la représentation, où là, le patio est plutôt un élément qui coupe du contexte dans le cas où un contexte qui serait presque l'intérieur, vous voyez marqué interiors là, et donc le patio est lui un espace extérieur protégé de l'extérieur, ou de l'extérieur qui est en réalité un intérieur. Donc une approche comme ça, un peu paradoxale en fait, entre l'intérieur et l'extérieur. Alors, c'est aussi un personnage qui va s'intéresser beaucoup aux expositions, et il va réaliser plusieurs expositions, d'installations. Et dans ces installations, en fait, il s'attache à mettre en scène des usages premiers des êtres humains. Ici, dormir, un espace pour dormir. Et on voit encore cet espace qui est un peu avec des rideaux translucides, donc à la fois une ambiance très protégée et en même temps toujours en relation avec l'extérieur. Il va aussi s'intéresser au bain, faire cette installation en 1987 de Convivial Bath. Pour lui, le bain est vraiment quelque chose qui doit être collectif, et en tout cas un grand moment de plaisir et de lien avec les éléments.
Il fait pour une de ses maisons à Procida, mais il le fera aussi pour plusieurs maisons. Il fait ce qu'il appelle une table des matières. Alors, je trouve que c'est un outil assez magnifique, en fait, un peu comme on fait un herbier d'un territoire, d'un jardin ou d'un lieu qu'on aime. Eh bien, il va chercher des images dans le contexte dans lequel il a cette maison à concevoir. Donc là, à Procida, il va aller chercher les sols, les jardins, les murets, les treilles, la mer. Voilà. Donc il va chercher la matière, en fait. Vous voyez que cette matière, elle est très diverse. Et c'est à partir de cette matière dont il va s'imprégner qu'il va concevoir la maison. Alors, pour lui, en fait, l'architecture repose sur un certain nombre de fondements. D'abord, une adaptation permanente. Donc, la flexibilité des espaces, la flexibilité de la structure, la flexibilité des façades. Ensuite, un effacement dans le site. L'architecture ne s'impose pas, mais au contraire, essaie de s'immiscer, de se faire oublier, de s'effacer dans le site. Donc l'insertion dans la topographie, l'hybridation entre le construit et le paysage, l'utilisation de patios, de redans, qui font qu'on ne sait plus très bien où est l'intérieur et l'extérieur, une mise en scène des usages à partir des vues, des parcours, des espaces intimes en lien avec la nature. Alors on va maintenant regarder quelques-unes de ces maisons. Donc ça, c'est encore des images du patio. Il en a fait pas mal. Et puis je vous les montre également pour cette qualité de représentation et de collage qui est très, très forte en termes de matérialité. Le patio encore ici, dessiné à l'intérieur avec les usages, l'intérieur, l'extérieur, le jardin. Vous voyez le hamac qui prend une importance très forte, en coupe, l'arbre, le rideau, enfin tous les éléments sont à peu près au même niveau. Et le mur est dessiné au même trait que l'arbre. Et le mobilier a une importance aussi forte que, par exemple, dans la coupe, les personnages allongés au sol, ou le rideau, etc. Donc tout ça, en fait, constitue une espèce de matière de l'architecture. Dans ce dessin aussi, qui est magnifique, on voit que l'architecture est autant liée aux arbres, à ce petit abri extérieur, au sol, aux tapis extérieurs sur lesquels on peut s'allonger, qu'à la maison elle-même avec son patio. Donc c'est tout un imaginaire en fait qui est développé. Alors j'aime beaucoup ce dessin aussi parce que on a des espèces de vision un peu allégorique de l'architecture. On voit tous les petits personnages dans chaque pièce. Il y a des petites scénettes hein, qui racontent des histoires. Et en fait, il dit l'architecture est le couturier de la mode architecturale. Voilà, donc c'est une phrase assez paradoxale hein, parce qu'il y a mode architecturale et couturier. Mais ce qui l'intéresse, en fait, c'est que le corps humain, c'est la mesure de toutes les choses. Et lorsqu'il met des corps, et des animaux d'ailleurs, dans ces maisons, c'est bien pour ça. C'est pour montrer que tout est bien dimensionné et à la mesure du corps humain, à la mesure des usages, en fait, qui peuvent se dérouler dans cette maison.
Alors, la première maison, c'est la Casa Oro à Naples, qui est à la fois qui représente un peu trois mythes de la modernité, comme le dit Jean-Louis Cohen. C'est un peu un transatlantique, c'est la Méditerranée avec son paquebot. C'est un plan libre, on va voir le plan après. Et c'est aussi la complexité de l'architecture traditionnelle. Donc finalement, dans cette maison, on a comme une espèce de sculpture moderne avec des volumes blancs dont certaines parties sont soustraites pour créer des espaces de vie en plein air. C'est comme une sculpture dont on aurait enlevé de la matière. Il est dans une condition topographique difficile, hein, où le site offre la possibilité de manipuler des volumes sur différents niveaux, avec différentes formes. De toute façon, il n'a pas le choix, il ne peut pas avoir une maison sur un seul niveau ici, comme les maisons patio qu'il a pu dessiner avant. Et donc, la maison, elle s'étage sur la montagne, sur la topographie accentuée. On voit ce site absolument magnifique de la maison en direct sur la mer, avec vue directe sur la mer. Et on voit bien ce côté massif, comme si c'était une maison troglodyte, hein, comme si la maison avait été creusée dans la montagne. On voit ici comment la maison se fond complètement dans le paysage, vue du haut. Donc elle ne s'impose pas, elle est quasiment invisible. Et de l'autre côté, côté mer, eh bien, on voit ces petits volumes qui... on voit que la maison est redécoupée sous forme de petits volumes qui viennent justement comme des réponses à cette rugosité de la montagne. C'est une architecture très simple. Bon, c'est quand même une grande maison assez luxueuse, hein, ce n'est pas une petite maison populaire. Hein. Mais il reprend quand même c'est pas une maison qui s'impose, et il reprend quand même ce découpage de petits volumes comme dans les maisons traditionnelles méditerranéennes où chaque petite maison s'étage sur la montagne. Alors, le mur du bas, en fait, il y a des murs de soutènement. Hein. Le mur du bas, c'est un mur de soutènement qui fait partie de la maison. Il y a une partie de la maison qui est à l'intérieur. Vous voyez, on voit une fenêtre ici, une autre là. Hein. Donc, c'est un étage de la maison qui disparaît, alors lui, complètement dans la montagne. Petit escalier qui mène à la mer. Et grande terrasse ici, au-dessus de l'étage bas de la maison. On accède à la maison par le haut, par la terrasse haute. Et on a toute une articulation de volumes assez complexe, dont on sent bien en fait cette idée d'une sculpture dont on aurait retiré de la matière pour créer un patio qui est comme un espace de vie, comme un salon à la fois protégé de la pluie, mais ouvert sur le paysage, et puis des terrasses qui s'étagent avec des vues d'une pièce sur l'autre. Alors, le plan est à la fois très simple et assez complexe, parce que comme ces maisons encastrées dans la montagne, eh bien, on a tout un certain nombre
niveaux différents avec des escaliers qui rattrapent les niveaux. Donc, on accède par ici, par le haut. Ici, on est dans l'étage haut. Et on descend dans la maison. Et ici, en fait, dans l'étage haut, on a l'étage des enfants, avec la chambre des parents ici. Et après, on descend, et là, on a cette grande terrasse avec les pièces principales. Je laisse un tout petit peu de temps pour le dessiner. Et on voit que ces pièces-là, vous voyez, cette pièce-là, par exemple, c'est la pièce qu'on voyait tout à l'heure, et bien elle est protégée par l'étage haut, et c'est une pièce qui est complètement extérieure-intérieure. Alors, une autre maison, bon, je vais peut-être passer un petit peu plus vite sur les autres maisons pour ne pas prendre trop de temps. Une autre maison qui est vraiment presque une maison jardin, la Nivola House Garden, qui est ici, on voit le barbecue. Alors, Rudowski aimait beaucoup ces maisons dans les jardins, un petit peu différent de la Casa d'Oro, avec son site quand même très, très contraint. Dans la maison Nivola, c'est vraiment une intervention paysagère qu'il fait. C'est une composition d'une série d'éléments. Donc, c'est un ancien verger. Il l'a conçu pour un peintre, pour le peintre Costantino Nivola, un peintre italien. Et il va essayer de respecter les arbres du verger et de dessiner cette maison, de dessiner à la fois le jardin, de dessiner un véritable environnement de vie extérieure. Et donc, il y a toutes ces pergolas qui permettent à la fois de se protéger du soleil et de vivre dans le jardin, de prendre un bain de soleil à l'extérieur, voilà, des bancs. Et donc, on est à la fois dans un dessin de paysage et dans un dessin de la maison. Ici, c'est le jardin. Par exemple, un mur, donc cette confrontation entre la minéralité et l'organique, avec l'arbre qui passe dans le mur. Une cuisine extérieure qui appartient au jardin et à la maison. En fait, la maison est très petite. Hein, et voilà. Et là, on voit... ah oui, non, pardon. Hop. Excusez-moi, on a changé de maison, en fait. Là, c'est la maison à Procida, qui était la maison qu'il a dessinée pour sa femme. Et cette maison, un peu comme la Casa Nivola, que j'ai présentée avant, vous voyez, il y a des ressemblances assez fortes. Hein. Bien, la maison comprend aussi tout un certain nombre de pergolas extérieures qui sont vraiment dans le prolongement de la maison et qui font que des murets, donc ce muret, c'est la Casa Procida, hop, celui-là, voilà, qui font que des murs viennent structurer le jardin, des pergolas et la maison dans son lien intérieur-extérieur. Donc là aussi, on a une pièce extérieure et puis on a également ce qui arrive assez souvent,
dans ces maisons des espaces, chaque pièce est en lien direct avec l'extérieur et des cheminées sont également positionnées dans les espaces extérieurs. Alors ça, c'est une maison qui est encore plus complexe, qui a l'air d'être très simple comme ça, mais dont les relations intérieures-extérieures, donc c'est la maison Arstein à San Paolo, où on a les relations intérieures-extérieures qui sont très complexes. Ah oui, là, voilà, c'est là, en fait, on a une cheminée dans plusieurs pièces, à la fois sur la pièce complètement extérieure et sur la pièce intérieure. Donc, c'est une maison qui est beaucoup plus grande, qui est articulée selon deux ailes, avec un certain nombre de patios et d'espaces de jeu. Ici, on a Outdoor Dining Room, donc un espace de salle à manger extérieure qui est ouverte sur l'intérieur. Et donc, ce sont des plans qui sont à la fois très simples, très rationnels, et en même temps, la complexité vient de la relation au jardin et de l'ambiguïté qu'il peut y avoir dans tout un certain nombre d'espaces entre l'intérieur et l'extérieur. Vous voyez, même dans le dessin, en fait, rien que dans le dallage, on peut lire ce qui est vraiment intérieur et ce qui est extérieur, intérieur-extérieur, et ce qui est complètement le jardin. Donc on a des pièces comme par exemple cette pièce-là qui est de cuisine extérieure qui donne sur, là on a le living room, outdoor living room, outdoor dining room et la cuisine entre les deux avec sa cheminée. Voilà. Ah ben non, mais ça, voilà. Alors la voilà en plan. Ah oui, c'est assez intéressant. Enfin, en plan, en maquette, pardon. La voilà en maquette. Où on voit toute la porosité qu'il y a entre les espaces. Avec cette complexité étant, je trouve, très intéressante parce qu'elle est liée à un mode constructif extrêmement simple. Donc voilà le genre d'ambiance qu'il peut y avoir à l'intérieur, avec également des treilles, des passages protégés dans le jardin. Et bon, ça c'est une autre maison, on va arrêter là. Voilà, on va arrêter sur cette image que je trouve magnifique et qui est très évocatrice en fait de la démarche de Rudowski dans cette ambiguïté entre le jardin, le construit, le minéral, le végétal, les vues, les usages, les continuités, les discontinuités, la flexibilité. Et donc, tous ces éléments qui font que cette architecture est à la fois phénoménologique et existentielle. Hein, je pense que si vous ne connaissez pas très bien ces deux termes, eh bien cette image l'évoque assez bien. C'est-à-dire existentielle, c'est-à-dire qu'elle elle permet une relation forte entre le corps et le milieu, le corps et l'espace, et elle s'adapte à différents usages. Phénoménologique, on pourrait dire qu'elle fait appel au sens
et elle permet de remettre l'humain dans un contexte, dans un lien fort au sol et permettant faisant appel à la fois la vue, l'odorat, le toucher, ces ambiances qui éveillent tous les sens humains. Voilà. On va s'arrêter sur cette image-là, à peu près dans les temps finalement, même si elle est peut-être un petit peu vite. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de beaucoup dessiner. Mais c'était une séance un peu chaotique, mais finalement on a réussi à tout faire. Voilà, bah écoutez, bon appétit et puis